Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 6 de la saison 3. Le 15 octobre est une date à retenir, comme beaucoup me direz-vous. Quelle date n'est pas une journée mondiale de quelque chose maintenant ? Chaque cause, des plus dérisoires aux plus sérieuses, sont célébrées sur le calendrier. Mais le 15 octobre est la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Dans un podcast qui parle de parentalité, même si cette parentalité a une composante extraordinaire, je ne peux pas ne pas traiter du deuil périnatal, car il ne nous épargne pas, hélas, quand bien même nos grossesses sont si précieuses car issues d'une PMA, d'une GPA ou d'une insémination artisanale, en bref, d'un parcours long et tortueux. Cette année encore, j'ai souhaité vous faire écouter un témoignage, celui de Florence et Marion, pour affirmer et reconnaître leur parentalité, pour faire exister leur petite Ambroise aux yeux de nous tous, et non pas seulement à ceux de leur cercle proche. Par leur histoire, je souhaite véhiculer et faire parler du deuil périnatal, légitimer les familles, leur donner un espace dans lequel elles se reconnaissent et se sentent entourées. Je sais que vous allez me dire qu'écouter cet épisode et le suivant vous semble trop difficile, trop engageant émotionnellement. C'est le cas et j'en ai conscience, mais c'est aussi ainsi que vous affirmerez l'existence d'Ambroise et que vous sensibiliserez à votre tour autour du deuil périnatal. Dans cet épisode, Florence lève le voile sur les difficultés qu'elle rencontre devant l'absence de reconnaissance de leur fils et devant la douleur des autres qui les empêchent de parler de leur bébé, ainsi que sur les maladresses à éviter face à des personnes touchées par ce deuil-là. Elle nous fait aussi quelques confidences sur leur chemin de vie et les projets qui les animent pour avancer, sur la solidarité incroyable des réseaux sociaux qui les a tant soutenus ces derniers temps. Cet épisode sera suivi, lundi prochain, du témoignage de Marion sur l'après, sur le comment on surmonte la perte d'un enfant soi-même et au sein du couple. Un témoignage qui m'a émue et touchée en plein cœur. Florence et Marion, vous le savez, mais je vous le redis, j'ai fait de belles rencontres grâce à Instagram, vous en faites partie et j'ai vraiment hâte de notre rencontre. Encore merci de votre confiance. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florence. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible ce soir pour cet enregistrement. Je suis venue vers toi en fait dans le cadre de la journée de sensibilisation au deuil périnatal, qui est donc le 15 octobre. Donc on n'est pas le 15 octobre, on anticipe. Parce que on se connaît déjà et j'ai suivi votre histoire depuis un petit moment maintenant et j'ai suivi aussi votre grossesse. Et ce soir, on avait envie d'échanger. Enfin, moi, j'avais envie d'échanger avec vous pour que vous me racontiez un petit peu tout ce qui s'est passé et qu'on parle de votre fils Ambroise. D'accord, mais enfin, c'est avec plaisir en tout cas. Merci. Je vais juste rappeler que j'ai déjà enregistré avec toi et avec Marion dans le cadre des épisodes de la Saint-Valentin. Donc, vous nous avez déjà raconté votre rencontre. Mais est-ce que tu peux te représenter et me raconter votre rencontre ? Oui, alors du coup, moi, ce soir, je suis toute seule, du coup, pour parler de ça. Donc, moi, je suis la maman qui ne portait pas. Et du coup, avec Marion, on s'est rencontrés en 2017 sur notre lieu de travail, donc à l'école. Et par la suite, tout est allé assez vite entre nous, entre l'achat d'un appartement, un mariage, la vente de cet appartement, l'achat d'une maison et du coup, le projet bébé qui est arrivé assez rapidement de par notre envie d'avoir un enfant, nos âges respectifs qui aussi nous faisaient aller plus vite dans ce projet. Et du coup, on est dans ce projet depuis avant le Covid, en fait. D'accord. Donc, ça fait déjà pas mal de temps. Vous avez quel âge toutes les deux ? Alors moi, j'ai 32 ans bientôt et Marion a fait 40 ans cette année. D'accord, ok. Et vous n'avez pas chômé ?
En 4 ans, c'est pas mal, hein? Oui, non, en 4 ans, c'est pas mal. Alors là, du coup, ce projet PMA, projet bébé, a pris beaucoup de temps et commence à prendre beaucoup de temps. Et du coup, voilà, on commence à ralentir doucement tout notre vitesse de vie, mais c'est vrai qu'en 4 ans, on n'a pas chômé. Et alors raconte-moi du coup au niveau de votre projet PMA, donc moi je le connais mais je pense que tout le monde ne le connaît pas. Est-ce que tu peux me raconter quels ont été vos choix en fait dans ce projet de PMA? Comment vous avez réfléchi à ce projet-là? Est-ce que c'était clair que ce serait une PMA du départ? Est-ce que tu peux me raconter tout ça? Alors oui, c'était assez clair. Nous, on ne connaissait pas la ROPA. Et ce qui était sûr aussi, c'est que Marion avait plus envie de porter que moi. Mais moi, j'avais un problème d'être un peu spectatrice. D'être spectatrice d'une grossesse, de donner ni mes gènes, ni porter. Enfin, c'était un peu difficile. Donc une fois, pour rigoler, j'ai dit non, mais en fait, il faudrait que tu sois ma mère porteuse, quoi. Et comme ça, on serait toutes les deux parties prenantes et tout. Et donc, on se dit non, mais si on arrive en Espagne avec ça, ils vont nous prendre pour des folles. Et en fait, pas du tout. Ça existe depuis super longtemps. Ça s'appelle la méthode ROPA. Donc vraiment, quand on a su que ça existait, même si c'était évidemment plus cher qu'une insémination et plus cher qu'une FIV dite classique, c'était automatiquement ce qu'on voulait faire. C'était la méthode vraiment la plus belle pour nous. Enfin, vraiment, on était conquise par ça. Et puis après, le médical nous a donné raison puisque Marion étant atteinte d'une maladie auto-immune, elle n'a pas le droit de se stimuler. Même une petite stimulation, etc., elle ne peut pas. Et du coup, D'accord. ça tombait très bien entre son âge, son AMH qui est encore plus faible que la mienne, et sa maladie, de faire que ça soit elle qui porte et que ça soit moi qui donne. Donc du coup, le médical allait dans le sens de notre désir, on va dire, sur le papier, quoi. D'accord. Et alors du coup, le choix de l'Espagne a été très clair du départ pour vous? Ah oui, alors l'Espagne a été très claire, tout simplement parce qu'on vit à Montpellier. C'était un Oui. peu comme le choix de la clinique. Une fois qu'on a fait le tour, il y avait Barcelone et puis c'est vrai que donc nous on est chez Girex et ils proposaient tout ça aussi à Gérone, donc on gagne à peu près 1 heure de route. Et du coup, avec tout ce parcours, s'il faut se rajouter, enfin l'avion, des nuits d'hôtel encore plus. Enfin là, c'est vrai que nous on est quand même très proche de la frontière. C'est facile de pouvoir partir le matin même pour aller faire la ponction et le matin même pour aller faire un transfert. Donc vraiment, pour le coup, l'Espagne, ça s'est choisi comme ça et la clinique aussi. En fait, quand il nous restait 2-3 cliniques où on savait pas trop, le fait que Girex soit aussi sur Gérone et donc encore moins de route que Barcelone et en plus plus petit, plus facile pour se garer. Enfin, franchement, tout ça, ça nous a bien convenu. Donc, ça s'est fait assez facilement, je dirais, tous ces choix-là. Ouais. Après, c'est vrai que Montpellier, Gérone, bon, c'était une évidence. Enfin, c'est quand même Oui, vraiment voilà. hyper facile d'accès. C'est ça. Oui, c'est sûr que nous, on pense toujours à celles qui doivent venir de plus loin, voire carrément prendre l'avion depuis des îles, enfin, etc. Et ça, pour le Ouais. coup, dans toute notre malchance au fur et à mesure, peut-être que ça, nous, c'est vraiment bien de pouvoir partir comme ça. Et l'autre chose positive pour nous, par contre, c'est aussi notre métier, parce que comme on est toutes les deux fonctionnaires, enfin, pas de pression. En tout cas, on n'a pas peur de perdre notre emploi par ce parcours, par nos absences ou voilà. Mmh. Donc ça, c'est 2 points positifs que nous, en tout cas, Ouais, on peut clairement. avoir. Vous avez mis au courant vos employeurs? Enfin, vos employeurs. Pour le coup, votre employeur, c'est l'État, mais on se comprend, quoi. Non, c'est ça. Donc Marion, c'est la collectivité territoriale, donc oui, la gestion des ressources humaines de la mairie, et cetera, enfin, ils ont été mis au courant. Et moi, donc, à l'époque, c'était un inspecteur. Cette année, c'est une inspectrice, ça a changé. Oui, j'ai mis mon inspecteur au courant, pas parce que je me sens pas porte-drapeau, de quoi que ce soit, mais par contre, j'ai absolument pas honte. Je ne cache pas ma vie, à mes collègues, à ma hiérarchie et pour moi, c'était important d'en parler. Important que les gens, soient au courant des difficultés qu'on peut rencontrer, de tout ça et du coup, je me suis, présentée, à l'inspecteur, l'année avant d'entamer les démarches et sa réponse a été claire, ça a été: «Vous aurez toutes les autorisations d'absence qu'il vous faudra». Donc Waouh! voilà, enfin je suis tombée sur quelqu'un, de top là-dessus et il est parti cette année à la retraite et donc là, on a une inspectrice que j'ai rencontrée, à qui je viens de raconter,
toute notre histoire, tout notre parcours, et je suis extrêmement suivie aussi par cette Mhm. inspectrice pour cette année. Voilà. Ah, c'est génial. C'est génial d'être soutenu par son employeur. Ah oui, ah oui, oui, ça c'est vraiment génial. Oui, parce que ça rajouterait encore, surtout que nous, en termes de remplacement dans l'éducation nationale, c'est assez tendu avec le Covid, avec tout ça. Et, euh, et voilà, enfin là, ils font leur maximum pour que je puisse partir en étant, enfin, soulagée. Je peux laisser ma classe, voilà, de façon sereine. En tout cas, Oui. j'ai beaucoup de chance pour ça. Puis au moins, tu peux les prévenir aussi en amont et donc ils peuvent s'organiser. Exactement. Oui, oui. Par contre, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que là, enfin, maintenant, dès que je le sais, je préviens, le plus tôt possible, ou en tout cas, après, j'essaie d'avoir le moins d'absence possible aussi. Quand je demande des autorisations d'absence, par exemple, pour le monitorage des follicules pendant la stimulation, Mhm. j'ai rendez-vous le matin, je vais demander que le matin d'autorisation d'absence et je vais aller à l'école l'après-midi au lieu de Mhm. prendre la journée ou voilà, c'est donnant-donnant, mais comme je me sens soutenue, ça me semble tout à fait normal de le faire aussi. Et Marion, de son côté, enfin, je parle pour elle, mais c'est complètement pareil. Ah, c'est top. Franchement, c'est top. Mm. Au moins, vous avez ce souci-là, cette charge-là en moins à penser. Oui, 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 c'est compliqué. Oui, c'est clair. C'est clair. Et alors, donc, vous commencez votre premier parcours en Espagne. De suite, toi, tu savais que ton AMH était mauvaise ou ils vous ont fait faire des examens et c'est ça qui a décelé le problème? En fait, non, ils nous ont fait faire des examens. Alors, je me doutais que je n'étais pas d'une fertilité dingue, parce que bah, avant Marion, j'étais avec des garçons. Je me suis pas forcément, enfin, protégée tout le temps, ou en tout cas pris une contraception, et jamais il m'est arrivé quoi que ce soit. Donc, je me disais que bon, c'était certainement pas top. Pas de là Mhm. à me dire que voilà, que mon AMH était faible, donc 1,0 quelque chose, je crois. Et là, on s'est dit que heureusement que, en gros, Marion avait cet âge-là, parce qu'on se serait bien laissé 3, 4 à 5 ans devant nous, enfin, pour Mhm. notre vie de couple, avant de faire des enfants. Et finalement, bah, heureusement qu'on s'est lancé plus tôt que prévu, parce que ça a été le premier coup de massue, et un peu enfin, pas le premier échec, parce qu'on s'est dit que ça pouvait quand même marcher, mais voilà, le premier coup dur, on va dire, dans tous ces traitements et dans les analyses, en tout cas, à faire avant de se lancer, quoi. Mhm. Ils ont été rassurants avec vous, l'Espagne, par rapport à ça? Oh, ils ont été francs et pas alarmistes, enfin, et pas non plus, voilà, ils nous ont dit, c'est peu, mais enfin, il y en a, c'est peu et ça marche quand même du premier coup, ou voilà, c'est peu, mais ce qui est important, ils ont toujours axé sur le fait que ça soit la qualité des ovocytes qui soit importante, et non pas leur La nombre, ou en quantité. tout cas, Mhm. oui, parce que bon, ponctionner 30 ovocytes, enfin, c'est bien, ça permet peut-être d'avoir plus de largesse que ce que nous on a eu, mais voilà, ils nous ont dit que ça serait certainement, ça serait des stimulations peut-être un peu plus difficiles, qui donneraient moins en quantité, mais ce qui était important, c'était la qualité, et que la qualité était assez corrélée avec l'âge. Et comme j'avais 30 ans au début du parcours, enfin, du coup, ils étaient Ouais, c'était assez, plutôt bien. oui, Confiant. voilà. Mhm. Et du coup, peut-être que que pour ça aussi, finalement, l'idée que tu as eue, sans savoir, entre guillemets, de la repas était une bonne idée. Ah oui, 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 parce que vraiment, ils ont dit que Marion, qui avait 38-39 ans, c'était vraiment, enfin, que les chances diminuent énormément avec l'âge. Donc, enfin, ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on nous dit pas trop en dehors de tous nos parcours. C'est que la l'AMH, enfin, moi, du coup, c'est un premier truc que j'ai dit à mes collègues qui sont en couple avec des hommes, hein, de dire, voilà, t'as 31, 32, tu te dis que t'as encore un peu le temps, fais au moins cette prise de sang, cette AMH, parce qu'elle peut être très bonne, et on peut se dire qu'on a un peu plus le temps, mais enfin, moi, je conseillerais aux femmes de le faire. C'est pas une valeur sûre, c'est pas, elle est très bonne, je vais être enceinte rapidement, et elle est mauvaise, rien ne va fonctionner, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même, enfin, moi, j'étais absolument pas au courant qu'on pouvait mesurer ça, etc., quoi. Ouais. En tout cas, c'est un indicateur qui est relativement fiable. Oui, voilà. Ça donne une vraie idée, voilà, de ce dans quoi on va se lancer.
Et alors, on est en 2020, c'est ça? Vous avez commencé votre parcours? Le Covid, c'était 2020. 2020. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a trouvé la clinique en janvier 2020 et on a fait tous les examens, etc. pour février 2020 pour tout envoyer et on pensait partir sur les ponts du mois de mai pour faire, encore une fois, pour quand même limiter nos absences, pour faire cette PMA. Bon, bah, du coup, la pandémie, frontières fermées, etc., même si ça a réouvert, on n'avait pas envie de le faire de façon ultra stressée. On s'était mis dans la tête que ça serait pour plus tard. Du coup, enfin, donc on n'a pas sauté sur l'occasion dès que les frontières ont réouvertes. Et du coup, on a vraiment, pour moi, commencé, on va dire, les premiers cachets, etc., avec la synchronisation de nos cycles sur le mois d'août 2020, avec la prise de pilules, etc. D'accord. Synchronisation de vos cycles pour que vous ayez un transfert frais, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ils synchronisaient nos cycles pour, enfin, on arrêtait la pilule en même temps, avoir les règles en même temps et du coup que, ma ponction, on attend entre 3 et 5 jours pour nous, pour faire ce transfert d'embryon et qu'il y ait pas de vitrification embryonnaire. Étant donné que c'était pas dans le même utérus, c'était moins important parce qu'on a compris que quand la stimulation, en tout cas, et la FIV se faisait la stimulation et le transfert sur la même personne, bah, ils préféraient, en tout cas, vitrifier, laisser un cycle de repos pour repartir après. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément la norme. Ah oui, je pense que c'est très sollicitant, la C'est ça. stimulation. Et alors que nous, il n'y avait pas ce besoin-là, étant donné que la personne qui allait porter n'était pas la personne stimulée et ponctionnée. Et donc là, on est à peu près au mois de juillet-août, quelque chose comme ça, pour le pour le calage des cycles? C'est ça, le calage des cycles, c'était sur tout le mois d'août. On est parti après sur une stimulation qui a débuté tout début septembre, avec une ponction début septembre, etc. Encore une fois, plus facile pour les absences, enfin bref. Et donc, la stimulation se passait pas forcément bien parce que malgré les doses importantes, bah, c'était pas foufou le résultat au monitorage du nombre de follicules. Et puis au final, ils ont réaugmenté les doses, donc j'ai eu les doses maximum. Et là, en même temps, ils regardent donc l'endomètre de Marion à 4-5 jours avant de partir en Espagne faire la ponction. Et là, on se rend compte que Marion a un polype à l'utérus. Donc, du coup, on part quand même sur la ponction, mais on sait que le transfert ne pourra pas être fait. Il faudra vitrifier, opérer ce polype, laisser le temps à l'utérus, etc., de cicatriser, de se remettre, et on fera le transfert après. Donc du coup, en septembre, on fait juste la ponction avec deux ovocytes et 2 embryons vitrifiés à J3. Et Marion sera opérée en octobre pour enlever ce polype. Et donc là, nous, dans notre tête, on se dit, octobre, en gros, en décembre, on va pouvoir refaire le transfert. On était tellement pressés. Et là, l'Espagne nous a plutôt conseillé d'attendre 3 cycles, etc. Donc, on a fait le transfert en janvier 2021. Et à la suite des 15 jours, à la prise de sang, donc on a attendu, on a été hyper raisonnable, pas de test urinaire, non, les 15 jours, pas un de moins, pas un de plus. Ouais. Vous êtes bien raisonnable. Faire la fameuse prise de sang, oui. Oui. Et là, en fait, on savait pas trop si on était contente ou pas, parce que le résultat, c'était 12,8 par millilitre, et ils mettent au-dessus de 0, en gros, que c'est positif. Mais en fait, on a appelé l'Espagne, ils nous ont vite dit que 12, c'était rien, c'était résiduel. Oui, voilà. Et donc, on a compris que ce transfert cette FIV, complètement, puisqu'on n'avait plus rien de vitrifié, était un échec, et ça n'avait pas fonctionné. Est-ce que vous aviez transféré les deux embryons? Les 2 embryons, parce que un était d'une qualité très inférieure, donc ça servait à rien de le garder vitrifié. Au mieux, ça fonctionnait, et au pire, ça tenait pas, mais voilà. D'accord, ok. Et donc du coup là, vous saviez que vous repartiez pour la totalité en fait oui, c'est ça. de la FIV. Donc déjà bon, il y a tout le côté émotionnel, mais je suppose qu'il y a aussi le côté financier, parce qu'une FIV repas, ça coûte quand même assez cher. Comment vous envisagez de continuer, de poursuivre, d'avancer à quel terme en fait?
Alors là, on avait encore des économies, enfin on s'est pas vraiment posé la question. Moi, j'étais assez abattue parce que, juste après le transfert, je faisais déjà des bisous au ventre de Marion. Enfin, j'ai pleuré Mmh. quand je les ai vus en photo. C'était presque déjà mes enfants alors que c'était, 2 cellules. Enfin voilà, j'étais vraiment hyper engagée. Donc moi, j'ai vraiment mal Ouais, mais vécu. c'est tout l'espoir qu'il y a Ouais. dedans. J'ai super mal vécu, enfin super mal. J'ai mal vécu en tout cas l'échec. Je m'étais dit, allez, enfin on en voit plein où ça marche du premier coup, ou peut-être nous, déjà qu'il y a eu, le Covid, le polype, bon et en fait, non. Mais du coup là on est reparti, direct puisque j'ai refait une stimulation, enfin on a eu le résultat de la prise de sang et je devais avoir les règles, 1 semaine après quoi. Donc on est reparti sur les stimulations directes. Donc en février. Mmh. On est reparti sur la stimulation, on repartait sur une roupa, toujours pareil, même clinique, même gynéco. Ça faut en parler d'ailleurs Mmh. parce que même gynéco, enfin bref, un peu forcé pour aller vite, mais absolument pas humain. On va dire, Ah oui. très pro, mais absolument pas humain et la suite et la dernière en date nous donnera raison. Enfin, du coup, voilà, on repart sur la stimulation en février avec une ponction en mars et un transfert le 9 mars, donc toujours pareil, 2 seuls embryons, transférés, 5 ponctionnés et donc oui, 2 avaient tenu jusqu'à J3 et voilà, donc de nouveau, rien n'est vitrifié, on va dire en réserve Mmh. et on attend pareil les 15 jours, pas un jour de plus, pas un jour de moins, pas de test urinaire et à la prise de sang, là, par contre, le taux est énorme. Alors Marion serait là, je pense qu'elle pourrait le redire, mais je crois que c'était l'ordre de 400-600, enfin c'était voilà. Ouais, c'était un très beau taux. Donc là, on se dit: «Waouh, il y en a peut-être 2, on arrive peut-être enfin à notre rêve». Voilà, en gros, génial. Mmh. Et du coup, quand est-ce que vous commencez? Parce que vous êtes suivis, d'une façon un peu plus rapprochée quand vous faites une FIV, si je ne me trompe pas, donc vous avez dû savoir relativement rapidement, combien il y avait d'enfants? Oui, alors enfin, on l'a su, malheureusement, ça commençait déjà un petit peu mal. C'est que Marion avait toujours un petit peu mal dans le ventre, donc au bout d'un moment, et puis elle faisait des pertes un peu marron. Mmh. Alors j'ai dit, OK, c'est peut-être normal les pertes. Il y a plein de femmes qui me disaient, «J'ai un peu saigné au début, mais ça» enfin voilà. Et là, j'ai dit: «Non, mais moi, je suis trop inquiète. Avant d'aller passer ta journée de travail, on va aller, aux urgences», enfin juste à côté de chez nous, il y a une clinique privée avec des urgences, et cetera. Donc là, toujours Covid, je ne pouvais pas rentrer, donc j'ai attendu dehors Ah oui. et Mmh. Marion a fait, une échographie et là, on lui a dit que, bah, il y en avait 2, il y avait 2 petits cœurs, les cœurs battaient et cetera, qu'il fallait pas s'inquiéter pour les saignements, que c'était certainement pas grand-chose. En tout cas, voilà, qu'il y en avait 2 et que tout se passait très bien. C'était un Mmh. vendredi, donc Marion m'a fait la surprise qu'il y en ait 2. Bon, moi, j'étais refaite, quoi. Enfin, c'était bon, Marion a eu très peur, du coup. Elle s'est dit: «Ça y est, je vais en porter 2 d'un coup». Mais moi, j'étais aux anges, voilà, c'était ce qu'on voulait et donc le samedi, on partait chez les parents de Marion pour leur annoncer que c'était des jumeaux, que voilà, que parce qu'ils savaient que ça avait fonctionné, mais voilà, on Oui, savait voilà, ils pas vous avaient combien il y en suivis du avait. départ. Mmh. Oui, c'est ça, ils nous avaient suivis du départ, tout la ponction, les jours de transfert, rien n'avait enfin, tout avait été dit partout, que ça soit notre famille ou nos réseaux sociaux. Il y avait vraiment toutes les étapes. D'accord. Et là, je me souviens de Marion, dans le canapé, elle était quand même fatiguée, elle avait mal et puis elle s'est levée, elle est allée aux toilettes chez ses parents et là, je l'ai entendue hurler sur les toilettes et finalement, c'est mon premier traumatisme. Moi, en tant que mère qui assiste et qui voilà et elle était vraiment en sang et pour le coup, rouge sur les toilettes et là, on s'est dit: «Faut qu'on parte à aux urgences», par contre, aux urgences, gynéco, du gros hôpital de Montpellier, quoi. Et ça a été le Mmh. décollement donc du placenta avec, finalement, la perte d'un des jumeaux, enfin le cœur s'est arrêté, mais elle avait pas expulsé l'embryon, de suite. Après quelques jours d'hôpital Mmh. et cetera, voilà, le cœur s'était arrêté, mais l'autre bébé allait bien, il continuait son développement et cetera, quoi. D'accord, et l'expulsion de l'embryon n'a pas entraîné le deuxième bébé? C'est ça, donc elle a expulsé l'embryon, 2 ou 3 semaines plus tard, sur son lieu de Mmh. travail, encore plein de sang et cetera. Pour une fois où je la rejoignais d'ailleurs sur son lieu de travail et Mmh. on est partis directement aux urgences
Et je crois que finalement, c'est l'échographie la plus mignonne qu'on ait de notre petit garçon, parce que lui, il était à côté et en fait, elle a expulsé l'embryon, mais alors lui, on voyait ses jambes pédaler, bouger, enfin, il était vraiment au top, donc on s'est dit, bon, bah, tout va bien, il y a juste eu, donc on nous a dit la lisse du jumeau, ça arrive relativement souvent, enfin voilà quoi. On était repartis après toutes ces émotions. Et du coup, là, vous étiez à quel stade dans votre grossesse? Donc là, avec tout ça, on devait être à 12 SA puisque c'est ça, puisque la T1, Marion est sortie, etc. de l'hôpital, c'est ça, on était à 12 SA juste pour D'accord. faire la T1. D'accord, ok. Donc là, vous avez déjà dû faire un premier deuil, vous étiez rassurée parce que votre petit garçon allait bien, donc vous ne saviez pas encore que c'était un petit garçon. Non. Comment se passe la suite de la grossesse? Je suppose que vous êtes quand même très très encadrée vu ce qui vient de se passer. Alors quand Marion est sortie de l'hôpital avec son arrêt maladie, donc elle devait faire la T1 chez notre gynécologue, etc. Et là, le gynéco, il a presque un peu rechigné pour l'arrêter en nous disant que les femmes préhistoriques ne restaient pas alitées et on arrivait quand même à avoir des enfants, qui connaissait plein de femmes qui travaillaient, qui mettaient en rayon toute la journée, etc. Enfin bref, Marion qui naît, moi en 4 ans de vie avec elle, elle a eu 48 heures d'arrêt de travail. Donc c'était la première fois, enfin que ça soit le généraliste ou un gynéco, enfin elle avait jamais été arrêtée, donc vraiment là on se sentait inquiète. Donc on a bien compris que l'alitement ne servait pas, que si ça devait pas s'accrocher, ça s'accrochait pas. Si ça devait pas, d'accord, mais on aurait juste voulu être un peu bon, mais on n'a pas du tout été suivi comme ça par le gynécologue qui a quand même fini par l'arrêter, mais avec un peu un sermon sur le fait qu'elle était limite feignante et qu'il fallait continuer de travailler. Non mais attends, et vu le parcours que vous avez, c'est délirant. C'est ça. Et en plus de ça, la T1 dont tout le monde dit « Ah, la jolie photo, tout ça », nous, rien à faire, un bébé de dos, un gynécologue qui nous fait même pas entendre le cœur alors que moi je l'avais entendu qu'à l'hôpital, sous stress, etc. Enfin, il remuait le ventre de Marion pour faire bouger le bébé. Enfin, voilà, il bougeait pas du tout notre bébé. Donc vraiment, une T1, on est sorti de là, enfin voilà, rien de joli, mais c'est pas grave, il nous donne rendez-vous pour le 16 juin, donc à 16 SA, donc 16 juin, 16 SA, pour faire voilà un peu le sexe et voir si ça va un peu mieux, s'il arrive à voir un peu plus, parce qu'après voilà, il avait vu les membres, il avait vu, mais pas assez. Donc D'accord. on attendait vraiment ça parce qu'on n'est pas du genre à pas vouloir le sexe, on en avait vachement besoin pour se projeter. Enfin, en tout cas moi, peut-être encore plus que Marion. Mais c'était vraiment avoir le sexe, c'était oui se projeter dans tout. Et du coup, on attendait vraiment ce mercredi avec impatience. Et en fait, dans la nuit du mardi au mercredi, Marion a perdu les os. Donc à 16 semaines de grossesse. Et comment ils expliquent ça? Alors ça, il n'y a pas vraiment d'explication. Enfin, je pense qu'on n'aura jamais d'explication, même si depuis on a autorisé, etc., des autopsies et tout ça. Des forts saignements de premier trimestre peuvent fragiliser la membrane et peuvent entraîner une rupture prématurée des membranes. Mais voilà, tout ça, ce ne sont que des supputations et on peut pas dire c'est ça qui a causé. Peut-être que elle aurait pas vécu tout ça avant, en grossesse simple, etc. Ça se serait quand même peut-être fissuré, comme pas. Et on pense qu'on n'aura jamais de réponse là-dessus. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pensais qu'ils avaient peut-être une explication, mais... Et à ce moment-là, donc, elle perd les os. Comment, je sais pas moi, à ce stade-là de grossesse, je pense que j'aurais pas pensé que ça pouvait être ça. Pour vous, c'était clair ou vous avez été à l'hôpital et c'est eux qui vous ont dit? Non, c'était pas clair. En fait, elle m'a réveillée dans la nuit. Elle m'a réveillée dans la nuit en me disant j'ai du sang partout, j'ai du sang partout. Donc on allume la lumière de la chambre et là rien. Je lui dis c'est pas du sang. Et là je lui dis mais tu te fais pipi dessus. Elle me fait non mais c'est pas possible, j'ai pas envie de faire pipi. Enfin à ce stade de la grossesse, ma vessie va encore très bien. Donc enfin vraiment donc là on regarde, elle va aux toilettes, elle fait pipi, elle me dit franchement je pense pas que ce soit ça. Et là bon côté très trivial, je sens et je lui dis mais ça sent pas du tout l'urine, enfin c'est transparent. Et là je regarde, ça s'est coulé, mais ça s'est coulé d'elle, mais enfin vraiment quoi, c'était. Et là on avait rendez-vous chez le gynécologue à 10h du matin, il devait être 3h du mat. Donc
je nous revois assises toutes les deux dans le lit, alors qu'on attendait cette journée. Enfin, on avait notre décompte, et je commence à regarder, je lui dis: «Mais là, Marion, tu perds les os, quoi». Donc on a rappelé donc les urgences gynécologiques d'Arnaud de Villeneuve à Montpellier, et ils nous ont dit: «Non, mais il vous faut venir». Parce qu'on n'osait pas trop y aller comme ça, en se disant quand même: «Dans quelques heures, il y a le gynéco», donc on y est allés, et là, pour le coup, enfin, il y avait presque plus de liquide. Ça a été très clair. En fait, ils font un test de pH pour savoir si c'est du liquide amniotique ou pas, qui s'écoule. Et oui, il y avait plus du tout de liquide autour de notre bébé, qui était cependant vivant. Mais voilà, plus cette poche. En fait, on voit plus du tout cette poche noire autour du bébé, mais on le voit juste lui, et assez recroquevillé sur lui-même, du coup, parce qu'un peu engoncé, quoi. Il y a plus de liquide pour nager, donc et là, ben, pas de rendez-vous avec le gynéco, et Marion est transférée au service des grossesses à risque. Et pour le coup, on est totalement abattus quand les sages-femmes viennent nous voir, le médecin, et là, moi, on parle directement d'interruption médicale de grossesse. C'est-à-dire que là, on n'en peut C'est eux plus. qui vous en parlent? Non, c'est nous. Ah, c'est vous qui en parlez? C'est nous, parce que je commence à lire, j'ai téléchargé 2-3 thèses, je commence à lire sur le sujet. On voit qu'un bébé s'en est sorti en Irlande alors qu'elle avait perdu les os à 16 semaines comme nous. Enfin, quand on voit des choses comme ça, on se dit pourquoi nous on s'en sortirait, pourquoi. Alors après, c'est un énorme service là où on était, et eux, ils en ont déjà vu. Alors certes, c'était peut-être 1%, mais il suffit de faire partie de ce pourcent pour continuer d'y croire, quoi. Donc tant que Marion ne fait pas d'infection, pour eux, il n'y a pas lieu de parler d'IMG, alors que nous, c'est presque, ça nous soulagerait, parce que clairement, émotionnellement, là, enfin, on est vraiment à bout, on n'a pas le sexe de ce bébé, enfin, on n'a pas tout ça, donc finalement, ça a fonctionné, on l'aime et tout, mais c'est qu'un fœtus, on essaie de s'en détacher et de se dire que c'est plus possible, on peut plus vivre ça, c'est pas du tout ce dont on avait rêvé. Donc on est vraiment, mais vraiment, enfin, je pense que si on demandait aux sages-femmes qui nous ont vus, enfin, elles étaient un peu choquées de voir et d'être deux et de dire, en fait, on n'en veut plus de ce bébé. Enfin, on a eu un moment de rejet, mais vraiment. Ouais, mais parce que c'était trop dur. Oui, ça commençait vraiment à faire beaucoup, mais après, Marion ne perdait plus de liquide, et le liquide se reformait. Du coup, c'est un peu les montagnes russes, et ça a été les montagnes russes tout le long de toute façon du parcours, du coup, parce que donc après plusieurs semaines, fin d'hospitalisation, etc. Début juillet, on voit donc Marion sort de l'hôpital, elle est suivie en hospitalisation à domicile, ce qui veut dire des sages-femmes qui passent 2 fois par semaine pour la quantité de liquide, voir le bébé, les prises de sang pour Marion, parce que le risque le plus important, c'est évidemment l'infection. Et le bébé refait du liquide, on est toujours en oligamiose, c'est-à-dire avec très peu de liquide, mais c'est très peu, mais il en a souvent à côté de sa bouche, donc on se dit que il arrive à respirer, en tout cas à entraîner ses poumons à respirer, etc. Et quand on voit donc le 4 juillet, on a notre premier rendez-vous à l'hôpital de nouveau. Donc là, on n'est plus suivi par notre gynécologue d'avant. On l'a plus revu jusqu'à là dernièrement. Oui, tu m'étonnes. Du tout, on est suivi qu'à l'hôpital. On est suivi qu'à l'hôpital, et là, vraiment, elle nous dit non, mais il y a du liquide. Il y en a moins qu'une grossesse normale, mais voilà, il y a du liquide, etc. Elle nous dit, est-ce que vous voulez connaître le sexe? Bon, moi, j'avais vu sur l'écho. Donc elle nous dit, c'est un petit garçon. Enfin voilà. Et puis la dernière question le jour de ce rendez-vous, c'est moi qui l'ai posée. Je lui ai demandé est-ce qu'on devait s'investir dans cette grossesse. Et elle nous a dit oui. Et après, elle nous a dit évidemment qu'elle pouvait pas, que ça pouvait mal se passer, mais en tout cas qu'elle était optimiste pour nous. Et donc on s'est lâché, on a acheté 2 petits vêtements, commandé le cosy, le siège auto, le lit, voilà, quelques petits trucs comme ça. Mais en fait, on est vite douché parce que Marion perd du liquide un peu tout le temps. Donc dès qu'il en refait, Marion en repère, avec de nouveau une hospitalisation en juillet, mais avec un bébé qui est toujours dans la courbe, qui est toujours en plus, dans la courbe haute, c'est-à-dire très grand bébé, les fémurs, la taille de tout, et voilà. Donc bon, on nous dit qu'il faut attendre le 4 août, et que le 4 août, on aura
un ponte, des échographies, qui mesurera correctement les poumons, etc., on rencontrera des pédopsies, des pédiatres, etc. Enfin, je veux dire, un corps médical qui fera un point sur cette grossesse et sur l'évolution de notre bébé. Oui, ça vous fait attendre encore quelques mois, enfin quelques semaines plutôt. C'est ça nous fait encore attendre, on est toujours dans l'attente, avec des jours où c'est un peu positif parce que Marion perd pas, donc après avec un été complètement entre parenthèses évidemment, parce que là pour le coup c'est pas l'alitement strict, mais clairement c'est maison. Si elle peut pas sortir faire les courses, elle peut pas, voilà. Donc oui, elle est pas alitée, mais elle passe du canapé au lit, du lit à un brin de vaisselle, et puis elle se remet dans le canapé, quoi. Donc c'est vraiment hyper dur pour elle, qui est très été, très plage, très sport. Dur pour moi parce qu'on fait tout ensemble, et les moindres courses, j'y vais seule, et ça c'est hyper difficile aussi à accepter, bizarrement. Mais voilà quoi. Et du coup, le 4 août, alors là on tombe sur quelqu'un magique aussi, qui nous dit, il fait son écho, et là il dit, oh je sais pas quoi dire, moi je sais pas quoi vous dire, ah moi c'est pas à moi de décider, ah moi je sais pas quoi dire, en parlant tout seul comme ça. Là je me mets à pleurer, je suis incapable de parler. C'est Marion qui pose toutes les questions, et en fait la question qu'on a envie de lui poser c'est, ça serait votre fille enceinte, qu'est-ce que vous feriez? C'est voilà, de quel est son avis vraiment. Donc lui il nous dit que lui il a pu faire toutes les mesures, et que c'est pas à lui de donner un avis sur qu'est-ce que ce bébé sera en fait s'il naît à 25 semaines, 26 semaines, à terme, etc. Quel est l'impact sur ce bébé de ce manque de liquide, sur sa croissance motrice, sa croissance pulmonaire, etc. Et donc là, quand même, on est reçu, et très bien reçu par la suite, par un pédiatre et par la chef du service des grossesses à risque. Et donc là, le pédiatre nous dit que pour lui, c'est un bébé qui est vraiment costaud, puisque il dépasse déjà les 500 grammes. Enfin, moi, le fémur, ça m'a choqué. On est au-delà de toutes les normes. Enfin, vraiment un grand bébé. Il va bien, mais on est quand même en dessous, pour le coup, des normes pour la taille des poumons. Donc voilà. Donc ça nous inquiète beaucoup. Il nous dit que ça serait bien d'attendre encore un petit peu, etc. Et c'est notre premier, entre guillemets, désaccord avec Marion, parce qu'on a toujours été d'accord sur toutes les décisions à prendre. Mais là, moi, je voulais quand même signer les papiers pour demander à passer en commission pour les interruptions médicales de grossesse, parce que je me suis dit, au moins la commission, ils sont nombreux, tout le monde va discuter de notre cas, et on va avoir un avis, vraiment un consensus en quelque sorte. Et je voulais vraiment signer, et Marion a dit, moi je préfère attendre, on devait être le vendredi, je préfère attendre mardi l'échographie avec la sage-femme qui continue à venir à domicile. Et finalement on rentre, et dans le week-end pareil, elle repère les os énormément, et elle me dit, bon je veux passer, t'as raison, on va signer le papier pour l'interruption médicale de grossesse. À savoir que ma signature ne compte en rien. Alors, père ou mère sociale, c'est la même chose. Il n'y a que la femme qui porte l'enfant qui peut signer pour demander à passer en commission, et voilà, valider ou pas l'IMG. Donc, après, l'accord est évidemment important dans le couple, mais légalement parlant, la décision revient uniquement à la femme qui porte. Et voilà, donc on signe. La commission, c'est tous les lundis. Donc on passe en commission le lundi après-midi, et on nous dit qu'on nous appellera le mardi matin. Et en fait, le lundi à 15h30, on nous appelle et on nous dit il n'y a pas eu débat, c'est oui. Donc si vous voulez faire cette IMG, nous on pense que voilà, en fait ils ont pensé que notre bébé, peu importe le terme auquel il serait né, se serait étouffé de par la taille de ses poumons, tout simplement, et qu'il n'y avait rien à faire. Donc là, on a espéré que ça aille très vite, etc. Enfin, et on ne pensait pas que ça irait aussi vite, et ça c'est vraiment très positif, parce qu'une fois que cette décision-là est tombée, c'est encore plus dur à vivre, cette grossesse. Après, Marion n'a jamais senti bouger notre bébé, ou très très peu, alors qu'on était
à 24 semaines de grossesse. Oui, c'est étonnant. C'est un bébé qui ne bougeait pas du tout parce que pas de place. Pas de place puisque Oui, c'est pas de ça. liquide. Pas de liquide. C'est ça. Donc la commission le lundi après-midi et le mercredi, nous sommes rentrés à l'hôpital et l'accouchement a eu lieu le vendredi. Donc finalement, ça a été très rapide. Oui. Ils vous ont fait rentrer le mercredi pour déclencher ou pour des examens encore? Alors, ils nous ont fait rentrer le mercredi. Alors moi, je pensais, bêtement, ou j'en sais rien, qu'ils allaient arrêter le cœur du bébé de suite, en quelque sorte. Parce que c'était un peu horrible de savoir qu'il continue à vivre alors qu'on allait faire ça. Enfin, c'est vraiment hyper dur. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Elle est rentrée pour le déclenchement. Donc le mercredi soir, elle a pris les premiers cachets. Le jeudi, ça a été des bandelettes d'algues qui ont été insérées dans l'utérus et en tout cas dans le col de l'utérus et qui gonflent en fait avec l'humidité pour ouvrir le col de l'utérus qui était pas du tout prêt à s'ouvrir parce que par contre elle a toujours eu un col très long, très fermé donc lui pour le coup il tenait bien long. Voilà quoi. Donc il y a eu ça et on devait descendre en salle d'accouchement le vendredi à 8h. Sauf que les bandelettes, très rarement, mais du coup pour notre cas, ont déclenché l'accouchement et des contractions à 3h du matin. Enfin, on va dire environ de 11h, 23h. Enfin, Marion a eu mal. On a essayé du paracétamol, etc. Rien n'y a fait. Et à 3h du matin, on est descendu dans la salle d'accouchement de l'hôpital, quoi. D'accord. Comment vous vivez ça à ce moment-là, cette attente? Tu le dis, c'est compliqué de savoir que on va vaincre le bébé encore vivant alors qu'on va mettre fin à sa vie. C'est 48 heures, c'est hyper long. C'est ça, c'est hyper long. Marion a fait quelques crises, on va dire, d'angoisse. Ils lui ont donné des calmants, etc. C'est hyper long. On savait pas trop ce qu'on pensait parce que on s'était dit qu'on n'aurait pas la force d'avoir un enfant handicapé. Et des fois, faut connaître ses limites. Faut connaître. Et nous, alors, évidemment qu'il se passe quelque chose à la naissance ou etc. Enfin, on n'abandonnerait pas notre enfant. Mais là, on avait l'impression d'avoir un énorme mur en face de nous, qu'on allait se le prendre et que personne ne faisait rien. Donc, il y avait une sorte évidemment, de soulagement, de se dire que tout ce poids, toute cette chape de plomb allait s'arrêter. Et évidemment, c'est, une tristesse. Enfin, c'est même pas triste, c'est une sensation très difficile à décrire. C'est une sensation, c'est horrible de voir cette fin arriver et de la vouloir pour faire ouf et en même temps de se dire c'est pas possible, c'est pas à nous que ça arrive. On n'est pas là en ce moment, on n'est pas à 6 mois de grossesse avec les plans de la chambre qui étaient faits, dessinés au millimètre chaque mur, tout. Enfin, c'était vraiment, c'était paradoxal, c'est bizarre. On a l'impression de sortir de son corps et de se regarder, d'être spectateur de ce qu'on vit. J'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Moi, je me suis beaucoup focalisée sur Marion. Et encore aujourd'hui, donc j'ai beaucoup de mal à dire voilà. Ce que je voulais, c'est qu'elle aille bien. Elle avait très très peur d'accoucher et d'avoir mal pour rien. Donc j'avais très peur de ça. Enfin, mais je me rendais peut-être pas compte aussi que tout ça c'était fini. Enfin, c'est vraiment bizarre. Et en fait, quand on est arrivé dans la salle d'accouchement, donc là, deux écoles peuvent s'affronter sur cet avis, mais on est dans une salle d'accouchement classique avec des bébés qui crient et qui naissent à côté, dans les pièces à côté. Oui. Donc c'est extrêmement bizarre, mais en même temps, ça reconnaît notre statut de parent, mais ça nous rappelle aussi que lui, il ne va pas crier et que voilà. Donc là, ça c'est vraiment aussi une sensation étrange. Du coup, on pose une péridurale à Marion qui n'a jamais eu de cours de préparation à l'accouchement, moi non plus. On ne sait pas ce qui nous arrive, on ne sait pas comment ça se passe. Il y a une équipe dingue autour d'elle. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Tout le monde se présente, tout le monde prend le temps d'avoir un mot gentil. Beaucoup de sages-femmes nous reconnaissent, des urgences ou vraiment des gens adorables. Tout le monde du début à la fin. Vraiment,
on n'a rien à changer, rien à... Là, pour le coup, enfin, on ira accoucher au même endroit. Enfin, c'est vraiment... ils ont été extraordinaires. Et du coup, là, Marion, ils l'ont, mais vraiment shooté. Mais vraiment. C'est-à-dire que elle sentait même plus ses jambes. Enfin, voilà, c'était une péridurale, mais fois deux, en quelque sorte. Ils ont expliqué qu'ils posaient une péridurale classique et une autre qui endormait complètement le ventre parce que, à cette heure-là, le bébé est toujours vivant. Donc, il va falloir piquer comme une amniosynthèse et arrêter le cœur du bébé. Donc là, ils ont mis un champ pour évidemment qu'on ne voit pas. Et là où je me suis rendu compte que Marion était pas du tout avec moi, c'est que quand ils nous ont dit, voilà, le cœur de votre petit garçon ne bat plus, moi je m'effondre. Et la première réaction de Marion, c'est j'ai pas eu mal. Et je la regarde, et c'est la première fois où j'ai envie d'être violente avec elle, lui dire mais tu penses qu'à ta douleur, tu te rends compte de ce qu'on vient de nous annoncer, quoi. Je me suis dit non mais de toute façon, Florence, non, elle se rend pas compte. Elle était pas elle-même vraiment, donc non, du coup, c'est bizarre de vivre. Moi, je dirais que c'est l'annonce la plus dure, évidemment, de toute cette grossesse. C'est les fois où j'ai le plus craqué. Et Marion n'était pas du tout avec moi, entre guillemets, quoi. C'est très étrange comme situation. Et donc, quand le cœur du bébé est arrêté, on commence à prendre des cachets, du coup, 2 cachets toutes les 3 heures pour dilater, pour les contractions, etc. Et donc c'était 5 heures du matin, le cœur s'arrête, et vers 8 heures, on vient voir le col, on lui dit qu'elle est ouverte à 5, que ça va pas être très long. Et là, pour le coup, on est contente parce que par contre, c'est horrible d'être dans cette salle. Ouais, ça, là, pour le coup, on voulait vraiment que ça aille vite, et les heures nous paraissaient tellement longues. Et encore une fois, ça ne va pas nous faciliter la tâche parce que non, il aura fallu les 3 prises de cachet. Et Marion accouchera finalement à 17h30. Ah oui, effectivement, très tard. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été très long. Alors après, c'est un accouchement sans douleur du tout. Elle n'a rien senti, mais vraiment rien. Elle ne sentait même pas quand elle avait des contractions. Voilà, ça, ils nous ont bien expliqué que pour tout ce qui était interruption médicale de grossesse, en quelque sorte, peu importe le terme où ça intervenait, qu'on ne pouvait pas rajouter de souffrance physique à cette souffrance psychologique. Et voilà, du coup, c'était important pour les médecins qu'elle ne souffre pas. Et puis après, c'était posé la question de est-ce qu'on veut voir notre fils ou pas. Alors là, on était encore différentes parce que moi, c'était sûr que oui. Et Marion ne savait pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai proposé de faire en fait un peu le tampon parce qu'elle avait peur que ça soit traumatisant, que ça soit... Enfin, on se dit qu'est-ce que c'est un bébé de 25 semaines de grossesse, voilà, 710 grammes. Donc oui, on sait qu'il y en a en couveuse, mais finalement, à quoi ça va ressembler? Et du coup, moi, je suis allée dans une pièce à côté. Donc, on avait décidé du coup du prénom à ce moment, un peu avant, mais très légèrement avant. Vraiment une semaine avant. C'est-à-dire que donc Ambroise était un prénom qui était sur notre liste de prénoms à toutes les deux. Mais ce qui a fini par nous convaincre, c'est que la Saint-Ambroise, c'est le 7 décembre, et c'était le terme qui était prévu. Donc voilà, comme on l'avait toutes les deux, c'est un prénom qui nous plaisait quand même beaucoup. Et on en avait un autre, en fait on s'était décidé sur un autre, mais quand on a lu ça, on s'est dit non mais il faut prendre Ambroise parce que l'ambroisie pour les dieux, parce que le 7 décembre, donc voilà. Donc à ce moment-là quand même, moi j'ai l'impression que je vais rencontrer mon fils, mais Ambroise vraiment, c'est très personnifié, je dirais. Et là il est dans une petite couveuse, comme notre bébé. Et première réaction, pour le coup j'ai eu du mal, c'est-à-dire que moi je me suis pas sentie ni mère, ni... Je me suis dit il est pas beau. Première alors que non, c'est pas vrai. Après quelques heures avec lui, je l'ai trouvé beau. Mais pour le coup, j'étais un peu... c'était bizarre. Et puis comme m'a dit la sage-femme,
c'est un bébé qui est mort depuis 5 heures du matin. Donc, Ah oui, bien sûr. entre un accouchement par le siège, parce que bon, ils se sont pas préoccupés de savoir. Enfin voilà, il suffisait juste de le sortir. Enfin, on s'en moquait un petit peu puisque le bébé était déjà sans vie. Donc, c'est sûr que un peu, voilà, le visage et tout, mais au final, on s'est rendu compte qu'au fil des heures, comme un bébé classique, bah, tout se remettait un peu en place. Donc, mais au Mmh. début, vraiment, j'ai dit à la sage-femme, et je lui ai dit, il est laid. Enfin, c'est horrible a posteriori de se dire ça, mais j'ai vraiment eu quelque chose, quoi. Et après, elle m'a laissée seule avec lui. J'ai pris le temps, donc là, de le prendre dans mes bras. J'avais hyper peur de le toucher, de tout ça. Et du moment que je l'ai eu dans mes bras, contre moi, là, il m'est apparu comme vraiment comme mon enfant. Plus Mmh. que dans ce petit. Donc là, je m'étais proposé à Marion de faire quelques photos, puis de revenir le lui raconter, etc. Donc je suis assez vite repartie la retrouver. Et j'ai été un peu dure parce que je lui ai dit ah bah il est pas beau, il a le nez tordu, mais c'est bon, c'est pas choquant. Enfin, si tu veux voir la photo, enfin bref, je lui ai dit, enfin, j'ai pas été rassurante comme je pensais, comme. Donc là, elle m'a dit non, mais je veux le voir, mais là, je me sens fatiguée, j'ai besoin de dormir. Donc elle a dormi un petit peu et moi, je suis retournée toute seule avec notre fils parce que enfin, je me sentais pas de le laisser seul aussi dans cette pièce. J'étais tout simplement dans une salle où ils font les accouchements nature, où il y a Mmh. une grande baignoire et tout ça. Et donc j'étais là toute seule avec mon enfant mort dans mes bras, quoi. Et finalement, on est là et on se dit, on nous dit qu'il faut prendre des photos, le regarder le plus possible. Et c'est une sensation extrêmement étrange d'être là, de prendre des photos. Mais il faut le faire aussi, je dirais, parce que aujourd'hui, on les regarde et on se dit qu'on n'a que ça. On n'a que ça comme Mmh. souvenir. Donc, je pense que tout ça, enfin voilà quoi, c'est quand même positif pour la reconstruction derrière, en tout cas. Mmh. Et vous avez préparé cet accouchement ou vous avez expliqué que vous pourriez le prendre ou pas le prendre? Comment allait se passer l'accouchement, tout ça? Oui, alors ça, quand on est rentré le mercredi à l'hôpital, on a rencontré une sage-femme qui fait justement tout ça sur les IMG, mais on avait déjà téléchargé, nous, le formulaire de l'hôpital. Donc on s'était déjà posé toutes ces questions, c'est-à-dire est-ce qu'on récupère le corps ou pas, un prénom ou pas. Enfin non, non, un prénom on est obligé, vu l'âge qu'il avait. Mais en tout cas, est-ce qu'on récupère le corps, est-ce qu'on veut le voir? On s'était déjà bien préparé, bien questionné, donc quand on a fait le rendez-vous avec cette sage-femme, ça a été un peu bizarre parce qu'on avait déjà nos réponses. Oui. Alors qu'elle, elle nous expliquait en disant, vous avez le temps, vous pouvez changer d'avis jusqu'au dernier moment. Mais voilà, on avait déjà réfléchi à tout ça. Et du coup, ben, quand Marion m'a dit, je me sens bien, enfin voilà, je me suis un peu reposée. Donc là, je suis allée récupérer Ambroise et j'ai pas voulu qu'il arrive dans le petit berceau transparent pour bébé. Parce que, en fait, les ballottements, ben, on se rend compte de ce que c'est qu'un corps sans vie. Et avec les Mmh. ballottements dans le berceau, je trouve que c'était plus choquant. Donc, je l'ai pris dans les bras. Et là, ça a été hyper difficile pour Marion de le voir, etc. Donc, au début, elle le regardait, mais de loin, puis de plus près. Puis, enfin, c'est un peu une approche pas à pas, en quelque Mmh. sorte. Et elle a quand même fini par le prendre dans les bras. On est resté bien 2 heures sans que trop de personnes ne nous dérangent. On nous a laissé le temps qu'il fallait. C'est même nous qui avons dit, voilà, on se sent prête à remonter en chambre. Enfin, voilà, est-ce que tout ça soit terminé? Enfin, vraiment, on a été très à l'écoute de c'était nous, les maîtres du temps. Enfin, si on avait voulu 20 minutes, c'était 20 minutes. Et si on avait voulu 3 heures ou 4, c'était 3 heures ou 4 heures. C'était vraiment, on avait des sages-femmes qui passaient de temps en temps. On a eu une sage-femme qui est souvent sur les interruptions médicales de grossesse, qui a été extrêmement touchante, qui a pleuré elle aussi. Enfin donc c'est encore plus difficile quand on voit des gens extérieurs pleurer. Et Mmh. donc vraiment on a passé
un bon moment avec lui, on a pris quelques photos. À notre goût, pas assez. À notre goût aujourd'hui, on va dire, avec Oui, le voilà. recul, pas assez. Mais en même temps, quand on y était, c'était un peu bizarre de faire tout ça. On l'avait on l'avait dans les bras, on était seuls et voilà, de le regarder, de se dire que on n'allait pas le voir grandir, c'était vraiment un moment difficile jusqu'à ce que Marion dise c'est bon maintenant, stop. Et une chose sur laquelle on était d'accord, c'est que on a pendant 10 jours l'opportunité de continuer à aller voir notre enfant à la morgue en fait de l'hôpital. Et ça, c'était sûr que non. Voilà, D'accord. ça c'était sûr que non. C'est-à-dire que le revoir se faisait là et on ne voulait pas continuer à se dire on va le voir, etc. Donc on lui a dit au revoir, Marion lui a dit au revoir. Et moi un peu plus tard, parce que ça m'a permis de craquer aussi, c'est-à-dire d'être seule avec lui, de pas être devant Marion, ça m'a permis de vraiment pleurer, vraiment craquer, de pas lui mettre cette pression à elle. Enfin, elle avait assez à subir et à vivre que de me voir moi pleurer et tout. Donc moi j'ai vraiment pris ce temps-là aussi. Et du coup après on est remonté en chambre et Marion a pu sortir dès le lendemain, je crois, si je me souviens bien. Oui, voilà, dès le lendemain. Ouais. Et du coup, retour à la maison, comment ça a été pour vous? Oui, alors retour à la maison, alors pas vraiment à la maison en plus de ça, parce qu'on avait loué notre maison à Airbnb avant que tout ça nous arrive. Et puis quand tout ça a commencé à nous arriver, on s'est dit que si on perdait ce bébé, il fallait repartir sur une FIV. Et puis toujours le côté financier, donc on a dit bon on laisse les Airbnb de cet été. Et donc là, ça a été extrêmement étrange de revenir, c'est-à-dire on était partis de la maison à 3 et on revenait, à 3 avec en tout cas dans le ventre, et on revenait à 2. Et donc ce truc de sortir de la maternité sans le couffin, c'est voilà, il y a plein de femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher, qui sortent, on voit les bébés, on voit tout ça, et nous on sort du service à 2. Ça a été encore plus difficile que voilà, le retour à la maison, évidemment, on avait juste de petites salopettes achetées comme ça, de petits trucs, on l'a vite rangé, vite mis de côté. On est allé chercher notre cosy Cibex qui était arrivé du coup, donc évidemment, on l'a quand même ouvert, on a quand même continué en se disant, on s'est toujours dit qu'il y aurait un bébé dedans. Et c'est ce qui nous a quand même permis de tenir plutôt que de se dire, tout ça en fait c'est fini ou ça sert à rien. On s'est dit, ça sera pas lui dedans, mais on lâchera, et je crois qu'aujourd'hui on lâchera encore moins rien que pour lui. Ouais, vous avez une sacrée force mentale, hein. Tu me disais tout à l'heure que vous vous relanciez relativement rapidement, entre guillemets, que vous aviez besoin d'avancer. Est-ce que tu veux me raconter un peu? Oui, alors pour revenir justement sur se relancer, on a été suivis avant, donc pendant tous ces problèmes de la grossesse et post-accouchement, par une psychologue à l'hôpital qui nous a reçus toujours toutes les deux. Elle n'a jamais fait ou de différence ou quoi, toujours toutes les deux, et elle nous a beaucoup dit prenez votre temps, il faut vivre toutes les étapes du deuil, etc. Et en fait, on sent au fond de nous que le prochain bébé ne remplacera pas Ambroise. Vous en ferez un autre. Oui, effectivement, on en fera un autre, mais ça sera pas celui-là. Quand on dit ça, en fait, on a tellement l'impression que ce bébé n'est presque pas l'enfant de quelqu'un, que on se dit en gros, si c'est pas celui-là, c'est un autre. Mais à ces gens-là, on a envie de dire, ta fille peut mourir, il te reste ton fils. C'est un peu, Ouais, complètement. voilà. Alors que non, on ne souhaite pas le remplacer, mais évidemment que le jour où il y aura un bébé avec nous, ou ne serait-ce que déjà une grossesse et qui se passe, on va dire, bien, ou en tout cas normalement, c'est sûr que ça sera pas un poids en moins, parce que la tristesse sera toujours là. On se demandera toujours à quoi aurait ressemblé notre petit garçon, comment il aurait été.
enfin, tout ça, on se le demandera toujours et il nous manquera toujours. Mais il n'empêche que moi, je pense pas que ce soit un bébé pansement, mais c'est la vie qui continue et Mmh. c'est la vie qui reprend le dessus. Et pour le coup, voilà, on s'est pas senti d'écouter plus que ça la psy en se disant non, nous, on a envie de repartir. Mmh. Et donc pour parler un peu de ce qui vous arrive par la suite, sur la suite, vous êtes relativement suivi sur les réseaux, enfin, tu vois, sans être des influenceuses, on va dire, mais vous avez Non, une petite communauté loin de sur les là. réseaux. Vous avez une petite communauté sur les réseaux. Moi, j'adore vous suivre, clairement. Et Léa, du compte @léacre, a lancé une cagnotte pour vous. Et j'ai trouvé ce Oui, geste fabuleux parce que jamais j'aurais osé le faire, je t'avoue. Et il s'avère que c'est là où on se rend compte de la puissance et de la force des personnes qui vous entourent. C'est que aujourd'hui, cette cagnotte, elle est très bien alimentée et elle va vous permettre de, au moins, ne pas vous poser tout de suite la question du financier. oui, ça alors c'est vrai que donc quand on a parlé avec Léa de tout ça, donc c'est quelqu'un qu'on suit depuis longtemps aussi. Bon voilà, on est fan de sa petite qui est née le même jour que moi. Mais Ah, c'est marrant. ouais, mais voilà donc et c'est vrai que quand on a dit bah nous enfin on va repartir, mais il nous faut un peu de temps pour mettre de côté. Elle nous a dit direct voilà moi je suis pas forcément fan de ces cagnottes, de tout ça. Mais moi, je peux le faire pour vous. Enfin, elle s'est proposée et j'ai eu besoin d'un temps de réflexion. Marion aussi. Marion peut-être un peu moins. Après, s'est posé la question, la cagnotte, on fait quoi? Est-ce qu'on la repartage? Est-ce qu'on la cache à nos amis, on va dire proches? C'est-à-dire, est-ce que ça reste uniquement, voilà, réseau social et pas du tout nos familles, nos amis? Donc voilà, on s'est posé beaucoup de questions. On s'est dit, est-ce que le fait d'autoriser cette cagnotte, est-ce que nous, on s'autorise à continuer de vivre, faire des sorties, faire tout ça, alors que des gens vont donner pour qu'on puisse repartir. Donc ça nous a beaucoup questionné. Et un jour, on a dit à Léa, ah voilà, ok, en fait c'est ok, on est prête à accepter, on est prête à prendre tout ça parce que bah, pour une fois, on va accepter de l'aide et on va se soulager de cet aspect financier qui était juste énorme parce que on pense encore à l'échec, à devoir tout repayer et on se dit, enfin, qu'est-ce qu'on fait si quand le bébé arrive, on peut plus ni rien acheter, ni voilà, enfin, Mhm. s'il nous arrive le moindre problème, on n'a plus rien, plus rien, alors que oui, on a deux métiers, on a deux salaires, on fait partie de la classe moyenne. Donc, on s'est beaucoup demandé si on avait droit à ça, vraiment. Et pour le coup, pour une fois, vraiment moi qui ai l'habitude de faire face toute seule, enfin voilà, moi j'ai pas de parents, j'ai pas, bah je me suis dit là oui, je vais me laisser porter et je n'aurai qu'à organiser en gros notre santé, nos allers-retours en Espagne, voilà, que en tout cas de pas du tout penser à ça va nous coûter tant et comment on Mhm. fait pour arriver à ce temps. Et la cagnotte est très, très vite partie. Elle est très, très bien partie. Elle est, on va dire, enfin, pas presque clôturée, mais clairement aujourd'hui, elle est tellement bien en tout cas partie que nous repartons avec un nouveau processus de FIV. Mais encore une fois, il nous faut faire le deuil de quelque chose parce que ça ne sera pas une FIV repas. Marion souhaite pas reporter. Alors, D'accord. comme elle le dirait si elle était là, euh, elle s'est sentie quand elle est Ambroise dans les bras. Je pense qu'elle a ressenti tout ce que une maman peut ressentir quand on lui met son enfant, voilà quoi, quand il est vivant. Donc elle s'est sentie 100% maman. Et elle me dit que elle serait avec un homme évidemment qu'elle reporterait, alors certainement pas aussi vite, mais qu'elle referait un enfant. Mais là, on a l'opportunité de pouvoir repartir plus vite avec une nouvelle enveloppe aussi. Et c'est aussi moins de stress quelque part d'avoir un nouveau corps, un nouveau ventre, en se disant que peut-être dans celui-ci,
les choses se passeront bien. Oui, enfin, c'est une nouvelle étape. Voilà, c'est encore une fois, toutes les étapes de cette PMA sont à chaque fois le deuil de quelque chose. Rien ne s'est jamais passé comme on l'espérait. Et évidemment que là, on n'en est plus à se dire tiens, je préférerais non mais qui naissent là, comme ça j'aurai les 2 mois d'été avec. Non, un garçon, une fille, enfin non, on en est à juste espérer avoir un enfant en bonne santé. C'est moi qui reporterai. Après, si on a la chance de voir encore plus loin et si on a l'envie d'avoir un second, peut-être que Marion un jour, malgré l'âge, malgré tout ça, peut-être reportera. Mais c'est vrai que pour repartir, enfin aussi vite, en tout cas, on repart sur une ponction avec une vitrification des embryons. On ne sait pas quand on fera le transfert, parce que pour l'instant, il faut aussi être prête dans sa tête pour un transfert. Oui, bien sûr, pour lancer tout ça, oui. Et ce qu'on a pris comme décision aussi différente par rapport à ces 2 autres FIV, c'est que on a toujours dit dans 15 jours, enfin jour du transfert, des photos, on a toujours partagé tout ça, et aussi avec notre famille. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on ne le partagerait pas parce qu'on a peur que ça se passe mal, et on veut pas avoir annoncé le transfert n'a pas fonctionné ou fausse couche à 8, 9, 10, 13 semaines. Enfin, après, les fausses couches tardives existent, les problèmes existent. Enfin, on en est la preuve, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment. Donc, sans tomber dans l'extrême, on a décidé de se dire, voilà, enceinte des 3 mois, d'en parler qu'à ce moment-là. Et finalement, même à notre famille, en se disant que ça ferait partie des moments de joie de dire, bah oui, en fait, on est reparti, on vous l'a caché, ça a fonctionné, on attend un bébé, voilà. Enfin, c'est important pour nous aujourd'hui de pas avoir à annoncer le malheur. Oui. Malgré qu'on se dise que les gens qui ont participé sont en droit de savoir la suite. Donc évidemment que tout le monde le saura et qu'on sera très heureuse de partager le bonheur. Voilà, c'est ça. Mais sur les premiers temps, on a tellement peur d'annoncer c'est positif, et puis qu'il y ait une fausse couche ou qu'il y ait quelque chose de toutes ces montagnes russes, qu'aujourd'hui, on a envie de se dire, on affrontera si c'est négatif toute seule, et pas pour l'instant le partager. Les réseaux, c'est une chose, mais surtout pour la famille qui a vécu parce que c'est pour des parents qui allaient devenir grands-parents, ou des grands-parents qui allaient devenir arrière-grands-parents. Enfin, finalement, ça a été hyper difficile pour eux aussi. Et c'est vrai que là, on se dit, si on pouvait épargner de nouveau ce petit moment, ou en tout cas le vivre qu'à 2, comme un peu comme un couple hétéro, voilà, vivre notre truc, et en espérant que évidemment ça se passe mieux. Mais après, on est consciente que Marion a droit à ses 16 semaines de congé maternité, et moi j'ai droit à mon congé d'accueil de l'enfant. Bon, que tous mes collègues appellent paternité, et moi aussi parce que ça va plus vite. Mais voilà. Et puis de toute façon, d'accueil de l'enfant, comme on n'accueille pas d'enfant, je préfère encore dire paternité au final. Mais c'est vrai que de profiter de ces jours, on y réfléchit beaucoup. Donc, voilà, profiter du moment. Donc moi, j'ai 4 mois après le décès d'Ambroise pour les poser. C'est vrai qu'on se dit que c'est bête d'avoir 21 jours et de ne pas y aller à ce moment-là. Mais on se laisse la porte ouverte à dire, voilà, c'est vitrifié, on peut se décider d'y aller, comme on peut ne pas se décider et ne pas y aller. Oui, complètement. Vous avez au moins, une fois que tu as fait vitrifier, après vous avez presque le soulagement de l'esprit de vous dire que hop, ça c'est fait, et après vous vous laissez le temps quand vous pouvez, quand vous avez avancé aussi de votre côté. C'est ça. Donc voilà, c'est vrai que on se laisse toutes les portes ouvertes là-dessus. Ensuite, on voulait parler du deuil périnatal, de tout ce qu'il y a autour. Moi, je tiens à dire qu'aujourd'hui, avec du recul, évidemment que s'il y avait eu cette IMG à 16 semaines, au moment de la première perte des os, etc., oui, effectivement que le traumatisme est grandissant avec le temps, la douleur,
parce que plus le temps avance, plus on y croit, plus bien sûr, mais aujourd'hui je regrette pas non plus que c'était à ce stade-là, parce que ce stade nous permet d'être reconnus comme des parents. Oui. C'est-à-dire qu'Ambroise est sur notre livret de famille. Alors il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas tout ça parce qu'il n'a pas de nom de famille. C'est-à-dire il n'a pas besoin d'avoir légalement des parents en quelque sorte. Mais voilà, il y a au moins son prénom sur le livret de famille. On est reconnu comme parents, donc comme je le disais, congé maternité, congé d'accueil de l'enfant. Voilà, tout ça, c'est... Et puis, la rencontre avec notre fils, même s'il était sans vie, chacun fait ce qu'il veut et il n'y a pas de jugement, et je peux comprendre qu'on refuse de voir mais moi, de notre histoire, s'il n'y a pas de très grosses malformations, de choses qui peuvent être très choquantes, ou voilà, je pense qu'il est important de le voir parce que mettre un visage sur un enfant qu'on ne verra jamais évoluer, pour nous c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir fermer les yeux et de pouvoir voilà, penser à son visage, avoir touché sa peau, enfin voilà, nous on l'a regardé sous toutes ses coutures, quoi. On s'est dit on veut garder le plus possible, on veut le garder en mémoire le plus possible, et je suis pas sûre aussi que le deuil, enfin en tout cas je pense que on aurait moins assumé ce deuil-là si on ne l'avait pas eu avec nous. Par contre, encore une fois, financièrement, on a fait le choix de ne pas récupérer le corps de notre fils qui sera enterré par l'hôpital. D'accord. Alors après, on se laisse l'opportunité pendant 5 ans de récupérer le corps. Et je pense qu'on le fera. D'accord. Mais aujourd'hui, encore une fois, l'envie de la vie, de repartir, de pouvoir assumer financièrement ce parcours, nous dit que on n'a pas pu dépenser pour lui, là, tout de suite, présentement, voilà. Donc c'est difficile de se dire que ces choix sont tenus par les finances. Alors moi, je suis persuadée qu'on le récupérera. Mais pas tout de suite parce qu'on ne pouvait pas. Et il y a aussi autre chose qui nous a tenu à cœur, c'est qu'on nous a demandé, et ça j'en parle parce qu'autour de moi, à l'école notamment, j'ai une collègue qui a accouché d'un enfant né sans vie et qui a refusé en fait l'autopsie. Et nous, en fait, on nous a bien fait comprendre que l'autopsie ne nous donnerait pas de réponse pour nous, mais permettrait peut-être de faire avancer les choses pour les autres. Et je sais qu'ils seront respectueux du corps de notre enfant. Je crois profondément à la médecine, en les médecins, et pour nous, il était important d'avoir accepté ça. Oui, c'est un vrai geste aussi pour effectivement pour aider d'autres familles qui peut-être se retrouvent dans ces situations-là et pour lesquelles on trouvera des solutions. Voilà, c'est ça. En tout cas, ils ont besoin de voir vraiment. Enfin, l'échographie ne permet pas de dire oui, les poumons étaient très petits, mais très petits jusqu'à combien, dans quel état. Voilà, si on n'autorise pas l'autopsie, on peut pas vraiment savoir. Et l'autopsie, pour nous, c'est des données supplémentaires pour... ça fait partie de nous, ça fait partie de notre façon de réfléchir. Moi, je suis pour le don d'organes, pour aider. Et du coup, c'était une façon aussi de se dire, notre bébé va peut-être servir à d'autres. Enfin, voilà, il y a toute cette question-là qui fait que c'est important de se poser des questions peut-être pour... parce qu'on se rend pas compte, enfin, ça va très vite, on nous propose l'IMG, on nous parle d'autopsie, et nous, on voit autopsie dans les séries américaines policières, avec le cadavre sur la table, et je pense qu'il faut... Enfin, on saura pas commencer, mais en tout cas, voilà, moi je veux croire en cette médecine qui de toute façon respectera le corps d'Ambroise, et en tout cas qui va peut-être servir à quelque chose. Vous avez, pardon, j'en perds mes mots et ma voix, mais c'est vraiment un très beau geste. Je trouve que vous avez, malgré la précipitation entre guillemets, vous avez vraiment tout réfléchi et calé sur vos envies, vos besoins. C'est difficile de t'entendre dire que vous avez dû laisser le corps de votre petit à l'hôpital. Je sais que vous le récupérez, je suis sûre que vous y arriverez à un moment donné, mais j'imagine que ça doit être... c'est cruel, je trouve que c'est cruel pour vous, tu vois. Aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de vous souhaiter que
enfin, tu le dis, t'as envie de la vie. Et j'ai qu'une envie, c'est de vous souhaiter que la vie vous sourie et que votre famille, s'agrandisse, que vous soyez tous vivants et vivantes dans cette famille. J'ai beaucoup de respect pour vous, pour ce que vous avez vécu, et c'était déjà le cas avant, et aujourd'hui, votre force est admirable. Bah, merci, c'est très gentil. Après, je crois que vraiment, on trouve souvent les gens admirables quand ils traversent des crises comme ça. Et en fait, quand c'est nous qui sommes, on se rend pas compte de la résilience qu'on peut avoir en chacun de nous. C'est aussi ce qui me faisait très peur pour Marion, parce qu'elle disait c'est ma première épreuve, et c'est voilà, c'est à 40 ans, c'est vrai qu'elle a perdu ses grands-parents, mais enfin, je veux dire, dans les épreuves de la vie, oui, c'est sûr que c'est sa première épreuve, que la première personne qu'elle voit décéder, c'est son enfant. Donc oui, moi j'avais très peur pour elle. Moi, j'étais assez sûre de ma résilience et de ma force, parce que nous n'avons pas la même vie, parce que je l'ai déjà mise à l'épreuve. Mais ce qui a fait que tout ça est venu, c'est que franchement, on est toujours restés soudés, toujours d'accord, toujours dans la discussion. Quand on n'arrive pas à le dire avec des mots, on l'écrit. On a notre petit carnet qui fait des va-et-vient de l'une à l'autre. Alors quand c'est positif, quand c'est négatif, quand on a quelque chose à dire et qu'on n'arrive pas à le dire, voilà, on est vraiment... je dirais que l'écoute, se dire que l'autre aussi est une personne différente de nous et qu'elle peut ressentir des choses différentes. Marion a porté ce bébé, Marion a accouché, moi non. Donc c'est pas le même regard, c'est pas la même peine, c'est la même perte, celle d'un enfant, mais c'est voilà, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est très important de se dire que l'autre est différent, et peut-être c'est pas parce que l'autre pleure beaucoup qu'il est plus malheureux, ou c'est pas parce que l'autre ne pleure pas qu'il n'est pas malheureux. Et je crois qu'être un couple de femmes, pour le coup, c'est une force. Oui, j'en suis convaincue. Parce que il y a quand même sur des points sur lesquels on se retrouve. Un peu plus que... Oui, complètement. C'est vrai que tout ça, c'est... On est dans tous nos malheurs, dans tout ça, le fait de rester toujours à deux et toujours dans la discussion et dans l'échange, bah, c'est important. Après, j'ai très très peur pas d'être enceinte, mais d'avoir une grossesse qui se passe bien, et j'ai assez peur des répercussions du coup sur Marion. Et aujourd'hui, on a décidé, enfin voilà, pour l'instant il n'y a pas de suivi psychologique. Marion veut reprendre le dessus avec son corps plutôt pour l'instant qu'avec sa tête, pour mettre une distance avec cette épreuve. Mais et voilà, j'ai un peu peur de l'effet boomerang. Quand on voit l'autre enceinte, bah, qu'est-ce que elle, ça va lui rappeler, et je pense que le suivi psychologique viendra, mais peut-être aussi à l'hôpital. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on a toujours été reçus à deux, et là, ça serait bien qu'on ait un suivi par la même personne, mais qu'elle nous reçoive de temps en temps à deux et de temps en temps seule, parce que voilà, on est deux personnes différentes. Tu en as déjà conscience, et tu en as conscience vraiment très tôt dans votre deuil, et je trouve ça, clairement aujourd'hui ça va vous permettre d'avancer en fait. Tu te rends compte que vous pouvez ne pas ressentir les mêmes choses au même moment pour la même perte, effectivement. Oui, c'est vrai que il y a ça. Puis, enfin, moi, je me projette énormément. Enfin, il y a des détails. C'est pour ça, quand on dit oui, les détails sur ça, sur l'IMG, on va dire que on a l'impression qu'on s'est projeté très rapidement, en gros, du lundi au vendredi. Mais au final, j'ai lu sur l'IMG depuis la perte de la poche des os à 16 semaines. Donc, il y a ce cheminement a été fait, et c'est pareil, je me vois... Enfin, la dernière fois, je disais à Marion, le jour où j'accouche, je veux qu'on pose le bébé sur toi. J'arrive déjà à me projeter, à me dire, voilà ce que je voudrais, qu'est-ce que toi tu voudrais, est-ce que tu penses que c'est bien ou pas. Je suis quelqu'un qui me projette énormément, et je vais lancer toutes mes idées, et Marion va piocher celles qui lui plaisent ou qui font écho. Et en fait, je propose, elle dispose quoi sur plein de choses. Oui, Mais vous avez une belle complicité.
Voilà, et puis on est complémentaires. Enfin, heureusement qu'on a ça parce que après, on se rend pas forcément compte de ce que l'on traverse. C'est le regard des gens, des fois, qui nous le rappelle. J'ai une collègue mardi, une collègue avec qui j'ai assez peu d'échanges, qui a fait des fausses couches, mais voilà, pas très tardive, et qui a deux garçons, et qui s'est mise à pleurer quand j'ai juste un peu parlé, alors que moi, je n'ai jamais pleuré devant mes collègues. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, que moi, je me pose et que je me dis, ah ouais, enfin, Flo, en fait, c'est grave ce qui t'est arrivé, arrête de foncer, pose-toi, dis-toi que... Et il y a cette peur de se poser et de tomber, et de chuter, de Bien se sûr. dire, mince, il est où le vide? Et c'est vrai que de repartir aussi sur cette PMA permet de peut-être... Alors, un psy dirait que c'est peut-être pas bien parce qu'on cicatrise pas complètement, mais en même temps, est-ce qu'on cicatrisera vraiment un jour? J'en doute. Il fera partie de vous. Oui, oui, clairement. Enfin, pour nous, c'est, Mm. enfin, c'est, il y a aussi quelqu'un qui nous a dit, et si c'est un petit garçon de nouveau, comme Ambroise, ça vous plaît, vous l'appellerez Ambroise? Bah non. C'est un peu Est-ce que tu déplacé. aurais appelé 2 fois ton enfant, j'en sais rien moi, Gaëtan? Gaëtan 1, Gaëtan 2 ou Gaëtan Junior? Enfin, des choses comme ça qui sont en fait des maladresses parce qu'on n'en parle pas. Au final, moi, j'avais l'impression que ça arrivait qu'à nous, en dehors des réseaux sociaux où on peut rencontrer toutes les histoires. Et finalement, bah voilà, enfin, comme je disais, une collègue donc de l'ALP, donc de l'animation de l'école, qui a perdu sa petite à 9 mois. Une collègue, sa meilleure amie à 31 semaines, elle a fait une IMG. Enfin, et on se dit finalement, ça n'arrive pas qu'à nous, et personne n'en parle enfin, personne n'en parle. En tout cas, assez peu, sauf si on s'intéresse au sujet, donc sauf quand ça nous arrive. Et les gens autour de nous sont désemparés parce Bien sûr. que ils veulent nous empêcher de souffrir. Ils veulent pas souffrir eux-mêmes. C'est-à-dire que, enfin, moi, je pense que la phrase la plus choquante de ce parcours et de ce qui nous est arrivé, elle sort de la bouche de ma grand-mère qui m'a demandé: «Mais vous allez faire quoi du bébé?» Voilà, donc parce qu'elle est catholique, et cetera, enterrer, elle dit: «Parce que vous allez quand même pas l'enterrer?» Bah, je lui dis: «J'en sais rien». Elle me dit: «Non, mais parce qu'à l'hôpital, quand ils amputent d'une jambe, bah, on n'enterre pas la jambe». Ouf. Et ouais, et en fait, donc évidemment que j'ai explosé, mais avec du recul, moi je me positionne. Ma grand-mère a 83 ans, ma mère, donc sa fille, est décédée, elle a plus de mari, elle a que sa petite fille et mon frère, et elle me voit souffrir. Et donc pour ne pas souffrir, ne pas me voir souffrir, ou essayer de m'enlever cette souffrance, et elle aussi se dire que c'est pas un bébé, on occulte complètement voilà, que c'est un bébé, et que ça peut être comme un bout de jambe qu'on peut amputer et qu'on peut laisser comme ça. Enfin, c'est, je crois que au début j'étais très en colère sur toutes les phrases un peu déplacées, et aujourd'hui je le suis pas parce que c'est extrêmement difficile quand on est face à quelqu'un qui vit quelque chose qu'on ne connaît pas. On sait pas quoi dire, on sait pas comment rassurer. Alors parfois le silence est d'or, c'est voilà, mais là, j'ai compris que c'était une forme de protection, et ma grand-mère a accepté de voir la petite main d'Ambroise, celle que nous avons mise sur les réseaux, et là, et son pied aussi, et là, elle a dit: «Ah, mais c'était un bébé», et là, elle a pleuré. Comme si, pour elle, à ce moment-là de grossesse, ben, elle a jamais vécu d'échographie de sa vie, elle a fait qu'une grossesse, elle. Enfin, donc pour elle, un bébé, c'est qu'un bébé qui naît, un peu prématuré à 8 mois, ça va, mais enfin voilà, c'est pas... Et elle s'était pas rendue compte. Et moi, je pense il faut pas en vouloir aux gens qui sont maladroits. Alors, il y a des gens qui vont être méchants. Alors nous, on n'en a pas rencontré, que ce soit en vrai ou sur les réseaux. Clairement, on n'a pas eu à subir quoi que ce soit, si ce n'est le gynéco qui nous suivait depuis le début, qui a manqué, enfin, de tact. En fait, il nous a dit: «Ah, mais vous étiez à 25 semaines de grossesse? C'est compliqué pour les papiers à ce stade-là». D'accord. Voilà. Donc, ce gynéco m'a prescrit les médicaments pour la stimulation parce que j'en avais besoin. J'avais rendez-vous chez lui,
Mais en octobre, depuis le jour de l'IMG, j'ai pris rendez-vous chez un gynécologue avec, voilà, comme vous avez conseillé sur Montpellier pour la PMA, etc. Voilà, je me suis dit, toi, mon coco, tu peux dire ce que tu veux aujourd'hui, ça me touchera pas. Marion a été évidemment anéantie de ce qu'il a dit, mais on lui montre rien, on prend nos ordonnances et on s'en va. Alors, c'est lui qui va faire le monitorage des follicules aussi, les 2 premiers, pas le dernier, et on le reverra plus. Et cet homme ne nous a même pas demandé, c'est un petit garçon, une petite fille, enfin rien. Oui. C'est fou. Et à côté de ça, on a des sages-femmes tout au long du parcours qui ont juste été extraordinaires. Donc bon. Ouais. Non mais il y a dans les personnels soignants, il y a en général plutôt de très 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 belles surprises. Mais c'est vrai qu'il reste quelques indécrottables qui sont. C'est compliqué. Hein. Ils n'ont pas de formation psychologique pendant leur formation et ça manque. C'est ça. En fait, notre gynéco, on est face à un ponte de la PMA. Mais il est bon dans un labo où il est bon pour faire des échos, mais il est pas bon pour accompagner justement des gens qui font des PMA. C'est-à-dire que c'est quand la première stimulation, moi, fonctionnait pas bien, il me dit, il vous restera le don d'ovocytes. C'était la première phrase où je me suis dit, mais, voilà. Où là, j'ai un nouveau protocole, il a dit, ah oui, ils vous mettent ça en Espagne. Ah non, ça a pas du tout accroché en France. Merci de me rassurer. Alors je me suis dit, stop, je ne prends plus ce qu'il dit. Je me fais marquer mes ordonnances. Je prends ce qu'il y a à prendre. Et lui prend ses dépassements d'honoraires et pour le coup, et on ne verra plus. C'est des gens qui savent pas y faire. On sent que, franchement, c'est pas méchant, mais ils savent pas. Maladroit. Complètement. Oui, voilà. Voilà, comme toutes les petites phrases que l'on peut entendre, et il faut pas s'encombrer de cette colère avec les gens qui comprennent pas. Voilà, certainement, moi je comprends pas d'autres douleurs d'autres personnes, et eux ils comprennent pas la nôtre, et ils comprennent pas notre parcours. Alors quand c'est des professionnels du milieu, c'est autre chose. Mon regard il est différent. Mais voilà, les collègues, les amis ou les gens lambda qu'on a pu rencontrer, c'est pas grave, il faut laisser, il faut prendre un peu de positif, et voilà quoi. Ouais. Mais t'as une très belle philosophie, et clairement c'est vraiment super fort d'arriver maintenant, alors que quand même vous êtes tout près de la naissance d'Ambroise, d'avoir ce recul, cette hauteur que des gens qui ne sont pas dans la situation n'ont pas pour vous, tu vois. C'est vraiment bravo à vous. Et je pense que c'est aussi ce recul et cette hauteur qui t'ont permis de me dire et de m'accorder cet entretien avec toi, alors que effectivement, encore une fois, c'est très frais, pour pouvoir marquer l'histoire d'Ambroise, en tout cas en audio. J'espère que vous pourrez la conserver et que vous arriverez à l'écouter. Oui, c'est ça. Je m'étais dit que, en fait, le fait de pas avoir aussi Marion à côté qui aurait pu craquer, c'est un peu un cercle. Voilà, je me suis dit, comme je disais tout à l'heure avec mes supérieurs, c'est-à-dire je me fais le porte-drapeau de personne, mais si je peux parler, je pense que c'est bien de le faire. Toutes les histoires sont différentes, toutes les personnes réagiront différemment, et il y a certainement des gens qui pourraient pas parler. Tout à l'heure, j'ai compté, ça fera 6 semaines demain, au final. Et ça semble hyper loin. Mais vraiment, cette chambre d'hôpital, ça semble très loin. Ça semble extrêmement proche aussi. Ça semble être pas nous, comme parfois être nous. Après voilà, hier, on est allé promener chez Emmaüs pour chiner, et puis il y avait 3 vêtements de petits garçons, et on s'est regardés toutes les deux, on s'est mis à pleurer, on est sortis. Je dis pas que c'est évidemment la moindre femme enceinte, la moindre image d'enfant, etc. nous remue, et encore plus de petits garçons. Mais je trouve que c'était important déjà de faire cet enregistrement, parce que je me sens en confiance aussi, je sais comment ça sera traité, comment ce sera pris. C'est important de parler de lui, mais aussi de parler de ce parcours, de tout ce que tout le monde peut traverser, et peut-être que des gens qui en sont à la 3e ou 4e FIV, des fois on voit des choses, 13 transferts, et qu'il y a peut-être un espoir. En tout cas, nous, aujourd'hui, le bébé n'est pas là, mais il y a l'espoir de se relever
après ce genre de traumatisme, et je pense que l'homme peut presque se relever de tout. Pour moi, je suis juste intransigeante avec les gens qui se plaignent. Genre, voilà quoi, j'ai du mal à supporter mes collègues: «Il a pas dormi, il a» tais-toi. Alors je ne le Ouais, je dis comprends pas, complètement. mais voilà, Mmh mh. ça j'ai du mal à, et en même temps, qui suis-je aussi? Je pense que peut-être dans 1 an et demi, où j'espère, enfin dire: «L'enfant ne dort pas» et d'être fatigué, mais je crois que je réfléchirai toujours avant de me plaindre, parce que ouais, voilà, c'est vraiment la chose que j'ai le plus de mal à supporter aujourd'hui. Les gens qui se plaignent: «Ah bah, vous avez de la chance d'être allés au resto, nous il fallait faire garder un tel». Bah oui, mais on est allés au Ouais, resto parce que maladroit. justement, enfin, voilà, enfin, tous ces gens qui, on a l'impression qu'un enfant n'est plus qu'un fil à la patte pour eux, alors que nous, on donnerait tout pour en avoir un. Ouais. Mais après c'est comme les gens, tu verras quand tu auras des enfants, voilà, enfin, il faut accepter cette pluralité de personnes, de personnalités et de façons d'être. Complètement. Tu as une belle philosophie, vraiment. Merci. En tout cas, je te remercie beaucoup, Flo, vraiment de m'avoir confié ce témoignage. Et je remercie aussi Marion de t'avoir laissé me confier ce témoignage, parce que je sais que c'est pas évident. Oui. Je croise vraiment tout ce que je peux croiser, et je pense vraiment fort à vous pour la suite de votre parcours, et je ferai partie des premières à vous féliciter quand vous souhaiterez nous dire que ça a fonctionné. Oui. On espère honnêtement, voilà, on dit qu'on prend du temps, mais c'est sûr qu'on va pas prendre 6 mois, quoi. Voilà. Mm, On mm. prend un peu de temps, Faites mais comme bon vous semble à vous, surtout. C'est ça le plus oui, important. voilà. Oui. Merci, c'est vraiment très gentil, parce que toi aussi tu consacres beaucoup de temps à tout ça, et voilà quoi, c'est important de relayer toutes ces histoires, C'est gentil. tout ça. Je te remercie, Et Florence. d'ailleurs la dernière sur le don de Oui, gamètes, oui. parce que quand même, avant de se replonger vers l'Espagne et les dépenses, on a quand même posé Mhm. la question, nous, à notre gynécologue, voilà, on en est où? C'est passé en France, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que vous pouvez nous faire passer en priorité, étant donné qu'on en a déjà fait et qu'on vient de, voilà, il nous a dit: «Non mais vous en avez pour entre 18 et 24 mois d'attente». Même en Ouais. venant avec, par exemple, un donneur, faire un Mm, mm, pour mm. faire un don croisé, et cetera. Donc clairement, aujourd'hui, la France dit qu'elle ouvre la PMA aux couples de femmes, aux femmes seules, mais la France doit avant tout changer les mentalités sur le don de gamètes, et parce que ça sert à rien de l'ouvrir si c'est pour attendre 24 mois. Ou alors d'être un couple qui Ouais, sait que, voilà, ils complètement. vont rentrer dans le processus, ils sont pas pressés, ils font leur dossier, voilà, mais ça change pas, en tout cas sur tout ce qui est médical, sur les adoptions, sur la suite, ça change, mais là, pour le coup, c'est vraiment important de relayer aussi ce genre de, parce qu'on se rend compte que c'est pas du tout dans les mentalités, c'est pas, Complètement. Non, mais c'est clair. Enfin, moi, je savais hein, qu'il y avait pas beaucoup de donneurs, mais là, j'ai été effarée de me rendre compte des chiffres, quoi. bah oui, c'est C'est, fou. c'est fou. C'est fou. C'est fou, et c'est encore, après, c'est encore une fois dans la culture, c'est-à-dire que, enfin, nous, on nous disait qu'en Espagne, c'est dans leur culture, ils ont pas de problème de don d'organes, de don, enfin, c'est pas qu'une question de gamètes et d'ouverture d'esprit il y a une espèce de culture aussi du don Mhm. qui est pas ici, Ouais, et complètement. encore plus quand ça Complètement. touche, les gamètes, encore plus quand je crois que le choix, après c'est mon avis personnel, mais le choix de la France de faire des donneurs non anonymes aux 18 ans de l'enfant, et cetera, enfin, ça rassure pas les gens. On est déjà sur une population qui est frileuse. Mhm, mhm, Enfin, si en plus clairement. de ça, on laisse pas la Mais à croire qu'ils l'ont possibilité aux fait exprès. donneurs, Hein. oui, voilà, c'est un peu ça, on va l'ouvrir le Ouais, truc, mais vraiment pour en profiter, on en profiterait dans 3 ans après avoir fait 24 mois d'attente, quoi. c'est ça. Mais ouais, je pense que la PM à l'étranger a encore une belle vie devant elle. Hein. Oui, 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 c'est sûr. Enfin, moi, je pense que, enfin, puis la repas qui est pas passée et qui, pour moi, Oui. voilà, nous, c'est notre Ouais. deuil, c'est machin, mais je trouve que c'est une Mhm, méthode sublime pour que les 2 mamans se sentent, enfin, moi, je me voyais déjà dire à mon fils: «Tu as la maman du l'œuf, la maman du bidou». Non, voilà, quoi, c'est vraiment dommage,
Mais encore une fois, essayons de voir le positif et de se dire qu'il y a eu une avancée. Oui, c'est ça, complètement. On a une avancée. Comme diraient mes élèves, Inch'Allah pour la suite. Voilà, c'est ça. Ça progresse petit à petit, toujours à moitié, mais c'est une moitié de plus. C'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, je te remercie vraiment beaucoup C'est de moi m'avoir qui te donné la remercie. parole longuement, de tout ce travail que tu vas faire pour poster tout ça le 15. Je t'en prie. Cet épisode a été enregistré il y a un peu plus de 3 semaines. Nous y évoquons une cagnotte qui a été complétée très rapidement après. Alors que Léa a demandé le versement de la somme sur le compte de Florence et Marion, Litchi, le collecteur de la cagnotte, a décidé arbitrairement que le motif de cette cagnotte contrevenait aux lois françaises et qu'il rembourserait les sommes perçues aux contributeurs. Pour certains, c'est à ce moment-là que vous avez dû découvrir l'histoire de Florence et Marion. Nous avons fait du bruit et il en aura fallu pour que Litchi s'excuse et prenne en charge le montant déjà remboursé de la cagnotte pour le reverser à Florence et Marion. Bien des péripéties dont elles n'avaient pas besoin. Le motif d'annulation de la cagnotte était l'illégalité des PMA à l'étranger pour les couples de femmes, alors même que des cagnottes pour les mêmes motifs étaient versées à des couples hétérosexuels. Je vous laisse donc juger du niveau d'information de ce site de cagnotte en ligne. La PMA à l'étranger est reconnue et légale depuis 2013, puisqu'elle nous permet l'adoption de nos enfants. Enfin, ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela. Si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de sensibiliser autour du deuil périnatal, n'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast. Enfin, je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvonbien podcast, pour continuer la discussion ou échanger autour de ce sujet et enfin en commencer de nouvelles. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ,